Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog en Master Sciences du jeu. C'était la rentrée, c'était le mois de janvier. C'était beaucoup plus une épreuve de survie que des cours entre la tempête Goretti, la neige qui a transformé tout le campus en une énorme bataille de haute placement pour lui. Mais même sous 5 degrés, le cerveau il bouillonne. On a parlé de pourquoi un bâton il est plus intéressant qu'une PS5 et pourquoi Lego il domine le monde. Alors je me réchauffe un peu et je vous raconte tout ça. Alors 2 conférences cette rentrée, des conférences qui ont été faites par Gilles Brougère, qui est chercheur en sciences du jeu, qui a aussi dirigé le master, qui a dirigé le laboratoire, qui a écrit plein de livres sur le jeu. Et on s'est posé une question à vous faire vriller le cerveau, c'est à quel moment un objet ça devient un jeu. Et ben, spoiler alerte, c'est pas en allant chez votre ludicaire. En fait, on a parlé d'affordance, et c'est la capacité d'un objet à suggérer son usage. Par exemple, une poignée de porte, et ben on a envie d'appuyer dessus. Une chaise, ben on a envie de poser son... Et un bâton, en fait, c'est juste du bois. Mais si je décide de m'en saisir et que ça interagit avec mon imagination, ben ça devient une épée. Et donc le jeu, c'est une expérience relationnelle, c'est une relation entre le corps et un objet, c'est une interaction qui va donner en fait une chose à jouer. D'ailleurs, petite question pour vous, c'était quoi l'objet détourné préféré de votre enfance? Est-ce que vous serviez d'une passoire comme un casque, de bâton comme d'épée, bref, quels étaient ces objets que vous transformiez en choses à jouer? Et dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de savoir. Et un autre exemple qu'on a vu, c'est la boîte à jouer. Donner des vieux téléphones, des vieux matériaux de récupération, des tubes, des bâches, des cordes, donner tout ça à des enfants et vous allez voir ce qui se passe. Et c'était vraiment le but de ce concept-là. Donc ça a été mis dans des cours de récré, dans des écoles. Et en fait, les enfants, entre midi et deux, ils allaient chercher tout ça. Et grâce à tous ces objets, et ben en fait, ils les transforment en choses à jouer, en jouant des scénarios, en créant des cabanes. En fait, pourquoi? Parce que l'usage, il est ouvert, il n'y a pas de mode d'emploi. Et donc, la seule chose qui compte, c'est l'imagination. Super slogan. Et petit détour par l'histoire des jouets, j'ai appris 2 trucs qui vont vous changer votre vision des brocantes. Et en premier, c'est Barbie. Barbie, en fait, c'est un jouet qui a évolué vers un système narratif et qui a poussé à l'extrême, en fait, l'accessoirisation. C'est-à-dire que c'est passé d'une simple poupée à une personne avec des histoires. Il y a un avion Barbie, il y a le salon de coiffure Barbie, il y a la New Beetle Barbie. Bref, il y a plein de nouveautés et en fait tout ça, c'est l'évolution du jouet vers la narration. Et deuxième truc que j'ai appris, Monsieur Patate. Est-ce que vous vous souvenez de Monsieur Patate? Et bien au départ, quand ça avait été commercialisé par Hasbro, en fait c'était simplement les membres, les yeux, les bras, etc. mais fixés sur des pics. Et ces pics, en fait, on allait les planter dans une vraie patate. Et spoiler alerte, et ben les parents, ils aimaient pas trop ça parce qu'en réalité, en fait, alors au-delà du gâcher de la bouffe, c'est surtout qu'en fait, les pics, et ben ça devient dangereux pour les enfants, donc ils se piquaient partout. Et c'est pour ça qu'ensuite, en fait, il y a eu cette commercialisation avec la patate en plastique et donc ces trous, etc. pour éviter aux enfants de se blesser. Et enfin, pour les fans de Lego, on a vu aussi cette évolution. En fait, au départ, Lego, ça vendait un jeu de construction. Vous voyez sur les boîtes, les choses à construire qu'on pouvait faire. Et en fait, à un moment, il y a eu un sorte de switch qui est arrivé. Et en fait, dans la boîte du Moyen-Âge, donc là, on voyait des chevaliers et une forteresse, c'est là que seraient apparues, en fait, les premières idées de narration, parce que là, dans cette boîte-là, ils ont créé une opposition. Il y avait des chevaliers d'une couleur et d'une autre couleur. Et en fait, c'est l'opposition qui crée ce début de narration. Et le grand tournant, en fait, il est arrivé après, en 1998, avec les jeux à licence et Star Wars. Et depuis, on ne voit plus une seule boîte de Lego qui ne raconte pas une histoire sur sa boîte. Et en fait, la narration, elle devient vraiment primaire, alors que la construction elle-même, elle devient plutôt secondaire. Et donc, c'est le début du jouet transmédial. Le jeu, il ne va pas vivre simplement par l'objet, mais il va vivre dans tout un univers avec des séries, des BD, bref, tout ça pour faire vivre, en fait, le jeu. Mais bon, on n'est pas là pour parler que des jouets. C'était aussi la semaine où on a soutenu en fait notre présentation de Serious Game. Donc tous les groupes sont passés. Nous, notre groupe, c'était sur la gestion de ludothèque. Donc comment on apprend à gérer les tâches, quels sont les impératifs d'une ludothèque. Mais il y avait des groupes aussi sur l'accessibilité, sur les limites planétaires et aussi sur la gestion des incendies et comment ne pas paniquer. Et donc c'est bien aussi de voir un autre format d'apprentissage qui permet un peu plus de s'amuser qu'un cours ultra descendant et mortellement ennuyeux. Et enfin, on allait chez Ori Games, on allait voir Simon Gervasi qui est venu nous parler plus précisément du coup de métier d'édition, de la chaîne pour arriver d'un prototype à un jeu commercialisé. C'était vraiment passionnant parce qu'on a vu vraiment différents jeux et comment en fait tous les stades d'avancement là-dedans. Et enfin, on n'a pas fait que s'amuser et parler de jouets, on avait aussi le rendu du mémoire d'intersemestre, donc c'est là au moment où on se grille le cerveau parce que on a fait beaucoup de lectures, mais on a vu Vincent Berry qui nous a aidé un peu à remettre tout ça d'aplomb avant le rendu final, mais on se pose quand même toujours la question de savoir franchement si on est des génies ou on est juste complètement à côté de la plaque à force d'être dans le sujet.
Donc voilà, ça reste quand même passionnant. C'est une fin de semestre très intense pour nous. Bon, la théorie c'est bien, mais si on parlait un peu de pratique. Il y a 2 jeux dont je voulais vous parler cette semaine et je vais vous raconter un peu l'histoire de leur conception. C'est parti. Alors on va commencer avec Détective Charlie. Et Détective Charlie, en fait, c'est un jeu qui a été fait par Théo Rivière et qui est édité chez Loki. Et au départ, ce jeu, en fait, il part d'une simple image. C'est lors du Inktober que Théo Rivière il tombe sur une illustration d'une sorcière déguisée en détective. Et c'est ça qui va lui donner cette inspiration pour créer un jeu d'enquête narrative pour les enfants. D'ailleurs, le premier prototype s'appelait Sherlock Witch. Et autre anecdote amusante, les prénoms ont nécessité un véritable travail pour que les enfants de cet âge à la sortie du jeu puissent facilement se reconnaître et s'identifier. Bon, il n'y a pas le mien, mais je vis avec. Et on va changer tout de suite d'univers pour aller vers Day One de Johan Goupy et Johan Levet et édité chez Space Cowboys. L'ambition des auteurs au départ, c'était de créer un classique, un jeu qui plaise au plus grand nombre. Et c'est cette ambition même qui les a poussés à abandonner le projet un moment parce qu'ils n'y arrivaient pas. Et c'est sous l'impulsion de Johan Goupy qui revient voir Johan Levet avec de nouvelles idées qui poursuivent leur proto qui présentent finalement à Space Cowboys. Et pendant tout le travail d'édition, ils se rendent compte qu'en fait, lors des tests, que le plateau est trop petit. Ils décident alors de l'augmenter de 20%. Et vous allez me dire, 20%, c'est rien. Et ben en fait, si, parce qu'ils devaient rentrer dans une boîte de unlock. Et en fait, ils ont dû adapter, ça a été un véritable challenge logistique parce qu'il a fallu changer la boîte, mais la taille, l'ergonomie, tout, en fait, pour que ça puisse rentrer dans une nouvelle boîte, mais pour apporter un plus grand confort de jeu. Donc voilà pour les 2 anecdotes que je voulais vous raconter en plus de cette rentrée en sciences du jeu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez essayés, ce que vous en pensez, et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite et pour le nouveau semestre en sciences du jeu.